Chers étudiants, nous allons entamer dans cette capsule vidéo les fluides, leur nature et leurs propriétés. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais présenter une petite courte vidéo illustrative. Donc ici, on est dans un fluide en régime laminaire. Donc vous voyez que lorsqu'on relâche le fluide, donc ici en orange, ici, on voit que le débit est faible et on voit que ça s'organise petit à petit. On voit qu'il y a une forme parabolique, la trajectoire est parabolique, dont le sommet se trouve au centre de la canalisation. On refait l'expérience, donc on voit que le fluide s'accumule, s'organise correctement, c'est pas désorganisé, le débit est assez faible. Quand on va voir un fluide turbulent, vous voyez le débit est très élevé, vous voyez la vitesse est tellement élevée que le fluide est désorganisé, il sera parti aléatoirement de part et d'autre de la canalisation. Donc on le refait encore une fois, donc vous voyez le débit très poussé, très élevé, et là on voit que le fluide a un mouvement chaotique et aléatoire. Donc pourquoi tout ça? Ben, en fait, il faut savoir que les fluides qui circulent dans les tuyaux ne sont pas toujours parfaits. Okay, la vie n'est toujours pas parfaite en tout cas. Cela signifie que le module de vitesse, donc la norme de la vitesse, est différent des différents volumes du fluide ne sont pas toujours uniformes. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'au sein d'une canalisation, si on fait une coupe latérale sur la canalisation, ben, on voit que une coupe sagittale, ben, on voit que les couches de molécules qui constituent le fluide ont des vitesses, donc dans le cas parfait, donc au moment où on considère que le fluide n'a aucune interaction avec la paroi, il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de frottement, bah, on considère que l'énergie cinétique de part et d'autre de chaque couche de fluide qui circule au sein d'une même canalisation a la même vitesse, car ils ont la même énergie cinétique parce qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, donc l'énergie est identique entre les couches. Donc une couche ici proche de la paroi a la même énergie cinétique que la couche de fluide qui se circule au centre de la canalisation. Et donc il n'y a pas de résistance à l'écoulement parce qu'il n'y a pas cet effet de perte d'énergie dû au frottement de la paroi, il n'y a pas de frottement. Et donc la quantité de mouvement est relativement conservée entre les couches et les molécules de fluide qui circulent et qui roulent les unes sur les autres. Alors dans le cas d'un fluide visqueux, il y a une interaction de la paroi, et donc cette viscosité, au fait que le liquide est visqueux, qui a une difficulté à l'écoulement, eh bien la paroi va provoquer une certaine résistance à l'écoulement par un effet de perte d'énergie. Donc on peut voir que de part et d'autre de la paroi de la canalisation, on voit que le gradient de vitesse enfin on va dire que la norme de la vitesse est diminuée parce que en fait ces couches de fluide qui sont proches de la paroi vont faire des frottements et donc il y aura un effet Joule, donc une perte de chaleur, enfin une perte sous forme de chaleur, etc., des frottements. Et donc cette perte d'énergie de part et d'autre de la paroi de la canalisation va faire diminuer l'énergie cinétique. Donc il y a une perte d'énergie cinétique et donc qui dit que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse, ben, la vitesse va diminuer aussi. Donc au fait qu'il y a une diminution d'énergie, eh bien il y a une diminution de vitesse qui va être caractéristique. Et donc la viscosité du fluide va faire en sorte, dans un cas d'un fluide visqueux qui est un fluide imparfait, donc on a ces frottements de part et d'autre de la paroi, et donc les vitesses vont être différentes, bien sûr de manière symétrique, dans certains cas, comme dans le cas laminaire, dans le cas turbulence un peu aléatoire, mais en tout cas il faut savoir que comme les molécules qui circulent au centre de la canalisation ne sont pas en contact avec ces parois, ben, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, donc l'énergie cinétique est relativement maximale et donc la vitesse est donc maximale au centre de la canalisation, contrairement à aux molécules qui sont proches de la paroi, qui perdent de l'énergie et donc qui ont une diminution caractéristique de la vitesse. Donc, pour un même fluide, on peut avoir deux types de régimes, deux types d'écoulement. Donc, par exemple, de l'eau peut avoir deux types d'écoulement, un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. De même que si vous mettez de l'huile dans une canalisation, il peut avoir aussi deux types d'écoulement, un écoulement laminaire ou un écoulement turbulent. Mais pour passer d'un régime à un autre, cela dépend des facteurs intrinsèques du fluide en lui-même et bien sûr de la canalisation où circule ce fluide. Et alors, bien sûr, on n'est pas toujours dans un régime stable comme on avait vu dans un fluide parfait où les normes de vitesse étaient identiques entre toutes les couches, comme un écoulement régulier. Non, en fait, il y a une trajectoire qui va varier. Comme j'avais expliqué avec la dia précédente en bas, bah, la vitesse change de part et d'autre de la canalisation, au fait que
Voilà, il y a une perte d'énergie de part et d'autre de la paroi. De même pour l'écoulement turbulent, donc on va voir qu'il y a une différence parce qu'en fait ici dans l'écoulement laminaire, donc qu'est-ce qu'un écoulement laminaire? C'est un fluide qui se déplace bien sûr dans le sens d'écoulement, comme on peut voir avec les flèches, mais qu'il y a des glissements donc entre les différentes couches de volume d'un fluide, et ce mode se fait sous débit faible. Alors on va comprendre pourquoi débit faible. Comment savoir un écoulement est laminaire pour un fluide? Ben, on va voir que souvent c'est dans un débit faible, donc c'est-à-dire quand la vitesse est faible. Quand l'écoulement d'un fluide, sa vitesse est faible, on va être proche d'un écoulement laminaire. Et alors, dans l'écoulement turbulent, bah, vous voyez que, contrairement à l'écoulement laminaire, vous voyez que le profil de vitesse est assez parabolique ici, dont le sommet correspond à la vitesse maximale au centre de l'inclination. Donc en deux dimensions, ça correspond à une parabole, mais en trois dimensions, en fait, ça correspond à une paraboloïde. Okay. Alors que dans un écoulement turbulent, bah, vous voyez que les fluides se croisent, donc il y a un croisement, et il y a un croisement aléatoire, bien que le centre reste toujours l'endroit où la vitesse va être plus ou moins conservée, mais au fait que ça va être la vitesse maximale, mais sur la paroi, bah, non seulement il y a un frottement plus important, donc les vitesses qui sont proches, donc les molécules qui sont proches de la paroi vont avoir plus de frottement et donc une énergie cinétique beaucoup plus faible à la paroi dans un écoulement turbulent que dans un cas laminaire. Et en plus, la trajectoire est complètement aléatoire, donc il y a encore plus de perte d'énergie au fait que les quantités de mouvement se mélangent. Donc non seulement il y a un frottement de la paroi, mais en même temps, le fluide en lui-même perd de l'énergie intrinsèquement au fait qu'il y a des trajectoires non rectilignes et bien sûr avec des croisements des fluides. Et donc il y aura un croisement de la trajectoire de l'ensemble des couches des volumes qui va occasionner donc des interactions entre volumes et des collisions. Et ces collisions provoquent une perte d'énergie. Et donc ces collisions peuvent occasionner donc des bruits. Et ça c'est très important. Comme ça part dans tous les sens, eh bien ça peut claquer sur le côté et faire du bruit. Et donc voilà, donc il faut vraiment retenir ça. Un écoulement turbulent est caractérisé par un bruit. Et c'est très important en médecine car lorsque vous allez entendre des bruits cardiaques, euh, par exemple, vous prenez votre stéthoscope, vous allez entendre une sténose ou des choses comme ça, ou une insuffisance valvulaire, etc., une valvulopathie, ben, en fait, ce bruit qu'on entend, c'est pas directement dû au défaut de la valve, c'est que vous entendez votre stéthoscope, c'est le bruit que fait le fluide qui traverse les valves, et donc c'est très important. C'est seulement dans le cas d'un écoulement turbulent que vous allez entendre des bruits anormaux, des souffles cardiaques. Et donc, c'est le seul fluide, parce qu'un écoulement laminaire n'a pas de bruit, mais par contre, un écoulement turbulent est le seul écoulement, le seul type de régime d'un fluide qui va provoquer des bruits. Et c'est très important en médecine, pour le cardiologue, de distinguer des pathologies par le fait qu'on entend des écoulements qui sont anormaux. En effet, le fluide qui circule, donc le sang, qui circule dans nos artères, dans nos veines, etc., a un écoulement proche de l'écoulement laminaire, donc ils ne font pas de bruit. Mais quand vous allez entendre des bruits, des souffles rugueux, etc., attention, je parle en dehors des bruits de Korotkov que vous allez voir en physiologie, donc en dehors des prises de sang, enfin de la prise de tension, etc. En dehors de ça, normalement, quand vous mettez votre stéthoscope sur l'artère brachiale sans avoir un compresseur qui va faire en sorte de prendre la tension. Non, je parle qu'en temps normal, lorsque vous allez poser votre stéthoscope dans une artère qui est relativement saine et normale, vous ne devez pas entendre de bruit parce que le sang a un écoulement laminaire. Alors que s'il y avait des plaques de cholestérol, d'athérosclérose, etc., qui font en sorte que la paroi est rétrécie, et donc on va comprendre pourquoi plus tard, mais quand la paroi est rétrécie, ben, la vitesse, rappelez-vous, si la section diminue, la vitesse augmente, ben, en fait, quand vous avez une vitesse très très élevée, ben, vous allez tendre à un écoulement turbulent, et c'est là que vous allez entendre des bruits au stéthoscope, quand il y a des bruits anormaux. Donc ça, c'est très important quand vous allez faire de l'échographie, de la cardiologie, etc. Donc bien retenir dans cette diapositive qu'un écoulement laminaire est plutôt silencieux, alors que dans un écoulement turbulent, l'écoulement turbulent est surtout bruyant. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et la différence entre l'écoulement laminaire et le turbulent, dans son profil de vitesse, le profil de vitesse d'un laminaire est plutôt parabolique, ordonné, organisé, avec la vitesse maximale au centre et la vitesse amoindrie aux parois, alors que l'écoulement turbulent est un mouvement chaotique,
désordonné, une trajectoire complètement non rectiligne. Voilà. Donc, et c'est le sol qui produit du bruit. Et c'est une question d'examen, faites attention, quand on vous donne des indices dans un énoncé qu'il y a du bruit au stéthoscope, etc., ça suspecte que dans cette situation-là, vous avez un écoulement turbulent. Maintenant, parlons un peu, quand un écoulement d'un liquide qui va siéger, par exemple, vous avez une masse au centre d'une canalisation, bah, vous allez voir que euh, s'il y a des tourbillons ici, voilà, c'est un peu compliqué d'expliquer en détail le pourquoi du comment, parce que ça relève de la mécanique des fluides qui est vraiment très vaste, hein, c'est vraiment très très compliqué. Il faut faire un doctorat en physique pour comprendre ces phénomènes-là, enfin peut-être pas un doctorat, mais c'est des détails que vous verrez quand vous serez en études d'ingénieur ou en physique pure, enfin c'est des détails que voilà, j'en passe. Mais voilà, ici c'est dans le cadre d'un cours de médecine, donc ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que vous allez trouver la différence entre un écoulement laminaire et un régime turbulent. Donc quand vous avez, par exemple, une masse, un objet, un corps au centre de la canalisation, bah, il y a des phénomènes qui font que, voilà, bien qu'il y a un corps, bah, ici on est en régime laminaire, parce que vous voyez que le, le fluide va dévier l'objet et va faire en sorte que ce qui se passe avant et ce qui se passe après ne change pas. Donc on conserve un peu la forme du fluide avant ou après l'objet. Alors que dans l'écoulement turbulent, on voit que la présence d'un corps au centre d'inclination va gêner la forme. Donc le fluide avait cette forme-là avant, mais en amont, mais en aval, vous voyez que le fluide est complètement désorganisé, elle forme des tourbillons, et donc c'est ça qui fait du bruit. Et donc voilà, ça c'est caractéristique d'un fluide turbulent. Donc vous voyez que c'est vraiment une différence. Donc non seulement un fluide en lui-même peut être turbulent ou laminaire, mais aussi un fluide laminaire, selon la taille ou la forme de l'objet, elle peut transformer directement le fluide en laminaire en fluide turbulent. Donc en fait, ce n'est pas deux choses isolées. Un régime écoulement peut passer d'un écoulement à un autre. Donc un fluide laminaire peut devenir turbulent à certains facteurs externes, ou un fluide turbulent peut devenir un fluide laminaire. Donc l'un peut devenir l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement indépendant. Voilà. Et on verra un peu plus tard qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un régime laminaire à un régime turbulent ou vice-versa, par plusieurs facteurs dont nous allons donner les caractéristiques. Et comment savoir à l'avance si l'écoulement va être le siège d'une turbulence? Eh bien, ça dépend principalement de la viscosité du liquide. Donc, car celle-ci agit comme un frottement qui va freiner les perturbations et empêcher les tourbillons d'apparaître. Donc, si vous voulez, au plus un fluide est visqueux, au plus l'écoulement est lent, au plus le débit va être lent, donc c'est-à-dire au plus la vitesse pour une même section va diminuer, et donc ça va freiner ces perturbations et ça va empêcher que les tourbillons apparaissent. Et donc, au plus un fluide a une viscosité plus grande, au moins il y aura de chances de l'apparition d'une turbulence et des tourbillons, parce que le fluide aura le temps de s'adapter, les molécules auront le temps d'échanger leur quantité de mouvement de manière à ce que le fluide finisse dans le cas d'un laminaire. Et c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est très important à savoir. Donc, la viscosité du fluide, c'est ça qui va beaucoup agir sur le fait que ça va freiner ces perturbations et empêcher les tourbillons d'apparaître, et c'est ça qui va diminuer l'apparition de turbulences. Donc tout dépend de la viscosité du liquide. Évidemment, c'est des paroles en l'air, mais si vous voulez une équation qui résume tout ça, tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, parce que je dis des informations à gauche à droite, mais pour réunir et synthétiser tout ça, on va voir qu'il y a une formule qui permet de calculer un certain nombre qui s'appelle le nombre de Reynolds, qui résume tous ces phénomènes-là. Mais pour l'instant, on est que dans le... Donc ici, on résume encore. Donc le régime laminaire, c'est si les fluides sont des lignes régulières, parallèles entre elles, plus ou moins, pas parallèles dans le cas d'un fluide parfait, mais en tout cas, les molécules d'une même section vont circuler et glisser les unes sur les autres, et ça va faire une trajectoire, un profil de vitesse parabolique. Okay, mais quand je vais dire sensiblement parallèle, ça veut dire plus ou moins parallèlement. Donc, c'est-à-dire, regardez, donc la trajectoire est plutôt parallèle, ok, ou bien que le profil de vitesse est différent. Donc, c'est pour ça que je dis sensiblement parallèle, mais ce n'est pas vraiment. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans le cas d'un fluide turbulent où vraiment le fluide il se croise les unes sur les autres. Non, c'est la laminaire, quand je vais dire sensiblement parallèle, ça veut dire que les molécules, les couches de molécules d'un même fluide glissent les unes sur les autres.
Alors que dans un régime turbulent, ben, elles s'enroulent sur eux-mêmes, forment des tourbillons, se croisent entre elles, et, enfin le fluide se croise, les molécules se croisent entre elles, et bref, c'est un mélange, c'est assez chaotique. Et alors on a le régime transitoire qui est en fait l'intermédiaire entre les deux, donc c'est une transition entre laminaire et turbulent, mais ça c'est vraiment parenthèse, parce que souvent un régime transitoire va évoluer d'office dans un des deux régimes, donc rien n'est tout est noir et blanc, mais on va dire que c'est une zone grise entre laminaire et turbulent, mais d'office, sur le long terme, le fluide va évoluer soit dans un régime laminaire, soit dans un régime turbulent. Bref, pour déterminer le régime d'écoulement, pour savoir quand un fluide est laminaire ou turbulent, on va calculer un paramètre qui s'appelle le nombre de Reynolds. Et c'est ça qui va permettre de nous caractériser un régime laminaire, un régime turbulent. Alors, vous voyez, vous avez un fluide, vous avez la pression, ok, la variation de pression. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que laminaire, j'insiste, c'est silencieux, alors qu'un fluide turbulent, vous voyez, c'est assez chaotique et en fait, ça fait du bruit. Noisy, ça veut dire bruit. Et alors, on a une vitesse critique, c'est une vitesse qui fait qu'on passe d'un régime laminaire à un régime turbulent. Donc, ça veut dire que si la vitesse est très très élevée, on va atteindre un régime turbulent, alors que si la vitesse est plus faible que la vitesse critique, ben, on a un régime laminaire. Bien sûr, on parle de zone de transition, et en fait c'est ce truc-là, c'est le régime transitoire. Donc c'est cette zone de transition qui est entre l'intermédiaire entre laminaire et turbulent. Mais bon, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dès qu'on dépasse la vitesse critique, on passe directement en turbulent. Dès qu'on est en dessous de la vitesse critique, on est directement en régime laminaire. Mais il faut absolument, j'insiste encore, je me répète beaucoup, je sais, mais que le turbulent, le fluide turbulent est le seul fluide qui produit du bruit. Alors, vous voyez, comme j'ai expliqué ici, on voit que le fluide laminaire produit une forme parabolique. Pourquoi? Comme profil de vitesse, parce que la vitesse au centre est relativement maximale. Alors que sur le côté, elle est plutôt faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des frottements qui font que l'énergie cinétique va diminuer et donc la vitesse va être faible à la paroi. Alors que dans le cadre d'un fluide turbulent, on n'a pas une belle parabole, mais on voit que le front de la trajectoire du profil de vitesse est plutôt aplati. Okay, et en plus de ça, on voit que le fluide fait des tourbillons. Donc là, on voit vraiment des tourbillons, alors qu'ici, dans un laminaire, tout circule de manière parallèle. Ici, il y a des tourbillons, il y a même des croisements qui se font, et le front de vitesse est plutôt aplati et pas parabolique en pointe, comme dans le cas d'un fluide laminaire. Et alors, on sait que pourquoi la pointe ici de ma parabole pour un régime laminaire, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est là où la vitesse est maximale. Parce que c'est là où la norme de la vitesse est plus grande, au fait que les molécules qui se trouvent au centre de la canalisation ne sont pas atteintes par la paroi, donc il n'y a pas de frottement avec la paroi, donc il n'y a pas de diminution d'énergie, et donc l'énergie cinétique est maximale, dû qu'il y a une absence de frottement au centre de la canalisation, et donc l'énergie cinétique étant maximale, étant proportionnelle à la vitesse, donc la vitesse est la plus grande. Et donc la vitesse est plus grande au centre. Alors que la vitesse dans la paroi, sur la paroi, bah, c'est la plus faible. Encore une autre, voilà, ça c'est pour bien montrer. Donc là, vous voyez que maintenant, on est en 3 dimensions. Donc on voit que le fluide est laminaire au fait qu'il y a une trajectoire parabolique. Mais alors, pour comprendre, c'est que chaque profil de vitesse, bah ici, vous voyez que c'est plusieurs couches concentriques qui circulent les unes sur les autres. Là, j'avais présenté en 2 dimensions. Ici, c'est en 3 dimensions. On comprend que chaque couleur correspond à une couche de fluide. Donc, c'est pas quelque chose qui est en coupe en 2 dimensions. Là, c'est en fait le fluide en lui-même, quand c'est laminaire. Qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? C'est que les couches de fluide circulent de manière concentrique, parallèle les unes avec les autres, sans interaction entre les autres, les unes avec les autres. Donc chaque couche a sa propre vitesse avec sa norme définie et ça circule parallèlement de manière concentrique. Donc chaque couche, j'insiste, circule parallèlement de manière concentrique. Et donc chaque couleur correspond à un fluide avec une certaine vitesse donnée. Et comme on peut comprendre, eh bien, il y a des gradients de vitesse d'une couche à l'autre, parce qu'au centre, on a la vitesse maximale, alors que la couche qui est plus proche de la paroi, eh bien, c'est la couche ayant la vitesse la plus petite, proche voire de zéro.
alors qu'au centre c'est maximal. Parce qu'il n'y a pas d'interaction entre les couches, enfin il y a un écoulement, un roulement des molécules du fluide pour chaque couche qui roulent les unes sur les autres de manière parallèle, et on voit que c'est concentrique. C'est vraiment pour bien insister. Et donc, si je prends entre la couche bleue et la couche jaune ici, ben, on voit qu'il y a une variation un gradient de vitesse, ok, entre ces deux couches. Donc ça, c'est un gradient au fait que la vitesse varie d'une couche à l'autre. Mais pour une même couche, un même fluide, la vitesse est identique pour une même couche. Et donc, je me répète encore, un régime laminaire, dans le cas d'un liquide newtonien, on verra qu'est-ce que c'est plus tard un liquide newtonien, suit une loi précise que la vitesse maximale se situe dans l'axe du tuyau, donc au centre, alors que la vitesse décroît. Donc là, on voit que la vitesse va décroître lorsqu'on se rapproche à la paroi du tuyau, donc la vitesse est quasiment nulle à la paroi. Et donc les profils de vitesse et extrémités, c'est une trajectoire parabolique, bien sûr paraboloïde ici, mais parabolique si on est en deux dimensions. Et donc ce sont plusieurs couches de fluide qui coulent les unes sur les autres de manière parallèle et rectiligne. Et voilà, donc c'est notre fameux nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, c'est ça, c'est la masse volumique du fluide fois la vitesse moyenne, la moyenne d'écoulement à travers la section considérée, et donc vitesse relative entre le fluide et la canalisation, fois le diamètre, attention, c'est pas le débit, c'est le diamètre de la conduite, divisé par la viscosité. Et donc ça, c'est la viscosité dynamique. Je n'ai pas marqué ici, mais N, c'est la viscosité dynamique. Alors, si je prends l'expression ici, ça c'est la viscosité cinématique. Et en fait, la viscosité cinématique correspond donc à la viscosité dynamique divisé par la masse volumique du fluide. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu cette notion de passer en état dynamique et en état cinétique. Ben, on multiplie par la masse la viscosité cinématique pour obtenir la viscosité dynamique. Voilà, mais sinon c'est cette formule-là qui est la plus utilisée, mais ça découle. Ok. Et donc, si le nombre de Reynolds est très très petit, alors c'est la force visqueuse qui est dominante, et si le nombre de Reynolds est très très grand, c'est la force d'inertie qui est dominante. En effet, si on regarde l'expression Reynolds est égal à ρ VD sur la viscosité dynamique, on voit que ça et ça, c'est deux choses qui représentent deux choses distinctes. Ça représente un peu cette force de viscosité, alors que le ρ VD, on a une masse, la masse qu'on représente une inertie d'un objet dans l'écoulement d'un fluide, donc c'est l'inertie. Donc en gros, le nombre de Reynolds représente le rapport entre l'inertie et la viscosité, le rapport d'inertie et de viscosité d'un fluide. Donc au plus un fluide est visqueux, ok, au plus l'écoulement sera plus difficile pour ce fluide. Ok. Par contre, l'inertie, qu'est-ce que c'est? Au plus l'inertie est plus grande que la viscosité, ça veut dire que l'inertie, ça représente en gros la tendance d'un fluide à s'écouler, ok, alors que la viscosité représente la tendance à un fluide de ralentir. Donc c'est le rapport, le nombre de Reynolds, c'est le rapport entre l'écoulement du fluide par lui-même sur le ralentissement la viscosité, donc le ralentissement du fluide. Donc au plus l'inertie d'un corps est plus grande, donc c'est-à-dire au plus le fluide a une certaine inertie, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pourrait le freiner, donc le fluide s'écoule plus facilement, donc au plus l'inertie augmente, au plus le nombre de Reynolds augmente. Mais le nombre de Reynolds diminue si la force de viscosité du fluide est plus élevée que l'inertie, donc ça veut dire qu'il y a un aspect de viscosité qui fait ralentir le fluide. C'est pour ça que tantôt j'avais dit que au plus la viscosité augmente, au moins le nombre de Reynolds va diminuer, au moins le nombre de Reynolds va augmenter, et donc au plus cette viscosité augmente, au plus ça va faire ralentir le fluide, et au moins ça va faire apparaître des mouvements aléatoires et des tourbillons, et donc au plus cette viscosité augmente, au plus on va tendre vers un fluide laminaire. Dans le cas contraire, au plus le fluide a une certaine inertie, comparée à la force de viscosité, au plus le fluide va circuler donc une vitesse plus grande, et un débit plus grand, et donc
le nombre de Reynolds va augmenter et donc on va tendre vers un fluide turbulent. Donc ici, le nombre de Reynolds, au plus il est grand, au plus c'est turbulent, au plus il est petit, au plus c'est laminaire. Parce que pourquoi? Parce que dans le cas laminaire, c'est la viscosité, la force de viscosité qui va battre l'inertie, alors que dans un fluide turbulent, c'est plutôt l'inertie qui va vaincre la viscosité, et donc ça va s'écouler plus rapidement, et donc créer des tourbillons, etc., faire du bruit et créer un fluide turbulent. Entre les deux, on est dans le cas intermédiaire. Donc ces chiffres, c'est 2000 et 3000, c'est la fourchette, à savoir que plus de 3000 c'est turbulent, moins de 2000 c'est laminaire. Alors attention, il n'y a pas d'unité parce que si vous convertissez les unités, le nombre de Reynolds est adimensionnel, donc il n'a aucune dimension. Ça, il faut bien savoir, c'est pour ça que les chiffres sont sans unité. Et donc voilà, donc entre 2000 et 3000, on est dans un cas intermédiaire, mais quand on dépasse 3000, on est en turbulent, moins de 2000, nombre de Reynolds, on est en laminaire. Et alors, on suppose que 2000, c'est le nombre de Reynolds nécessaire pour passer d'un état laminaire à un état turbulent. Parce qu'en fait, les deux régimes, comme ils sont, si le régime est un état instable, il a un régime intermédiaire, d'office qu'on passe de l'un à l'autre. Donc, un écoulement ne peut jamais être transitoire parce que sur le long terme, il va soit évoluer en turbulent, soit en laminaire. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est pour ça que cette notion de régime transitoire est assez controversée et assez discutée. Donc, dans le cadre de ce cours, voilà, dès qu'on fixe la valeur à 2400, donc dès que le nombre de Reynolds est en dessous de 2400, on est en laminaire. Dès que ce nombre dépasse 2400, on est en régime turbulent. Et alors, la vitesse critique, ben, c'est 2400 de la viscosité dynamique sur la masse volumique du fluide fois le diamètre. Attention, D, c'est pas le débit, c'est le diamètre de la canalisation. Comment on le trouve? Ben, regardez, Reynolds limite, donc le nombre de Reynolds limite entre le laminaire et le turbulent est égal à ρ v sur n, et en gros on isole, et donc ça c'est la vitesse critique qui passe à un nombre de Reynolds à la valeur limite de 2400, et donc on obtient 2400 états sur ρd. Et donc voilà. Et donc si la vitesse est plus grande que la vitesse critique, on est en état turbulent. Si la vitesse est plus petite que la vitesse critique, on est en état laminaire. En effet, on voit que si la vitesse diminue, eh bien, le nombre de Reynolds va diminuer et donc on est en état laminaire. Si la vitesse est très très grande, ben, le numérateur est plus grand et donc on est en état turbulent. Donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Donc le régime d'écoulement, un nombre de Reynolds inférieur à 2400 est laminaire, supérieur à 2400 est turbulent et la vitesse critique s'exprime de cette manière-là. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et alors, ici, c'est pas une variation de pression, mais c'est la perte. Si vous voulez, n'oubliez pas que la pression, c'est du Pascal, d'accord, mais en fait, c'est du joule, son unité, c'est du joule, c'est du, oh, pardon, c'est du, oui, c'est ça, c'est du joule par volume, donc du joule par mètre cube. Ok, donc la pression aussi représente d'une certaine manière l'énergie, et en fait la perte d'énergie, donc le frottement, la perte de pression, c'est ça que je voulais parler tantôt quand je parlais de pression dans un autre graphique. Eh bien au plus un fluide a une vitesse plus grande que la vitesse critique, donc c'est-à-dire qu'on atteint un régime turbulent, au plus cette perte d'énergie est d'autant accentuée par ce phénomène de mouvement désordonné et aléatoire du fluide, et donc on a une perte d'énergie plus grande au fait qu'il y a une perte de charge. Donc perte d'énergie, dans la mécanique du fluide, on parle souvent de perte de charge, et donc il y a une plus grande perte d'énergie dans le cas d'un fluide turbulent, contrairement à un fluide laminaire où la perte d'énergie est moindre qu'un turbulent. Et alors, on voit que cette relation de perte d'énergie et de vitesse est quelque chose qui est linéaire dans un écoulement laminaire, alors que dans un écoulement turbulent, c'est complètement détaché d'un mouvement, d'une relation linéaire. En fait, d'où ça vient? Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu la loi de Poiseuille, etc., mais ça vient de là. On comprend qu'en fait, la perte de charge, donc c'est pas la perte de pression, c'est pas la version de pression. Attention, je parle de la perte d'énergie par unité de volume, donc la perte de charge est proportionnelle à la vitesse dans le cas d'un écoulement laminaire.
alors que dans le cas dans le cas laminaire, après la perte de charge, dans le cas d'un écoulement turbulent, est proportionnelle à la vitesse au carré. Enfin, c'est un mouvement parabolique, enfin, une forme parabolique, donc dans le cas turbulent. Après, l'équation détaillée de pourquoi, du comment que ça soit proportionnel, c'est pas dans le cadre de ce cours, mais il faut juste savoir que la relation n'est pas linéaire dans le cas turbulent, alors que dans un écoulement laminaire, c'est une relation linéaire, et donc ça c'est cette chose-là qu'il faut vraiment retenir. Alors pourquoi? Ben, je vous mets la formule comme ça, peut-être vous n'allez rien comprendre, mais dans la suite du cours, vous allez voir l'origine du pourquoi du comment. Ben, en fait, delta P est égal à 8NL sur pi r carré fois V. Et on voit que ça, c'est une constante. Et donc on voit que la perte de charge est proportionnelle à la vitesse. C'est pour ça qu'il y a une relation linéaire. Voilà. Et alors le n, enfin le eta, pardon, c'est pas un n, c'est la lettre grecque eta. Ça correspond en fait à la viscosité, la longueur de la canalisation et l'air pi fois r carré, donc l'air, la section en fait de la canalisation. Donc c'est à dire qu'au plus la section augmente au sein d'une canalisation, ben, la section augmente, et bien la perte de charge sera moins importante. Alors que si la viscosité est très très grande d'un fluide au sein d'une canalisation est très très grande, eh bien la perte de charge sera plus importante. Et donc c'est ça que je veux vraiment insinuer, c'est donc ma relation linéaire, je vous montre ici, donc on est là, on est dans ce cas-là, et dans ce cas-là, donc quand la viscosité augmente, la perte de charge est plus importante, quand la viscosité diminue, la perte de charge diminue. Okay. De même que la section, donc si la section augmente, ben, la perte de charge diminue. Donc de même ici, ben, la section S diminue ici, alors que la pente va augmenter si la section S augmente. Si la section... Pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc la viscosité diminue, et donc si la section augmente, la perte de charge diminue. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc voilà. Et voilà. Donc si la section diminue, alors la pente hein, va augmenter. Et donc si la pente augmente, au fait que la section diminue, ben, la perte de charge est plus grande. Et si la section augmente, donc le dénominateur augmente, donc la pente va diminuer, et donc la perte de charge va diminuer. C'est ça que je veux vraiment intervenir là-dedans. Et d'où ça vient cette relation? Ben, en fait, ça découle de la loi de Poiseuille, qu'on verra beaucoup plus loin dans la suite du cours. Alors, juste pour s'échauffer, donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? Eh bien, pour un objet immergé dans un fluide, le nombre de Reynolds augmente si quoi?